Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler musique. Billie Eilish, Drake, Marvin Gaye, Dr. Dre, les Daft Punk, Kanye West ou encore Madonna, vous savez ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous utilisé des sons provenant de petites machines japonaises créées dans les années 80. Aujourd'hui, pour Musubi, je vous raconte comment la société Roland a changé le monde de la musique avec 3 synthétiseurs devenus mythiques. Au début des années 70, dans une ville d'Osaka en plein boom économique, un entrepreneur du nom de Ikutaro Kakehashi est sur le point de créer une nouvelle marque d'instruments de musique. Il voulait faire des instruments peu encombrants, pas chers et faciles à utiliser, qu'il aurait aimé avoir entre les mains en tant qu'amateur de musique qui n'a aucune connaissance en théorie musicale. Le souci, c'est qu'à cette époque, le marché japonais est déjà dominé par de grands constructeurs reconnus comme Yamaha ou Kawai. Il va alors décider de viser surtout le marché international. Comme les marques japonaises n'avaient pas la bonne réputation qu'elles ont aujourd'hui, il lui fallait donc un nom qui ne sonne pas trop japonais. Aucun concurrent n'avait de nom qui commençait par la lettre R. Il va alors prendre un annuaire occidental, l'ouvrir à cette lettre, passer son doigt sur les noms, jusqu'à tomber sur le nom de Jusqu'à la fin des années 70, Roland va développer de nombreuses boîtes à rythme et synthétiseurs, réussissant rapidement à se faire un nom parmi les constructeurs mondiaux. Mais entre 1980 et 1985, ils vont développer 3 machines qui vont surprendre beaucoup de monde. La TR-808, TR-909 et TB-303. Et non, c'est pas des modèles de Terminator, les gars. On va parler d'instruments de musique aujourd'hui. Introducing the world's most advanced rhythm machine, the Roland TR-808. Je vous présente la TR-808, la première boîte à rythme destinée au marché professionnel créée par Roland. À la fin des années 70, Kakehashi revient d'un voyage d'affaires aux États-Unis. Il explique à son équipe d'ingénieurs que tous les studios américains recherchent des boîtes à rythme pour remplacer les batteurs lors de la production de bandes de démos. The way you try to get a drummer to play something simple for 10-15 minutes, he won't do it. We get bored. Whereas a drum machine will just, as long as you turn it on and you turn it off, it will just play that forever. And so that was the beauty of it. Il avait eu vent qu'une société concurrente allait sortir la première boîte à rythme basée sur des samples, et ça, c'était exactement ce que voulaient les studios. Parce qu'à l'époque, les boîtes à rythme sont des synthétiseurs analogiques, qui imitent des sons de percussion sans s'en rapprocher réellement. Kakehashi souhaitait donc rentrer dans la danse, et s'imaginait qu'avec une machine équivalente, mais vendue dans les 1000 $ à peu près, ce serait un très très gros succès. Puisqu'au début des années 80, la mémoire était encore beaucoup trop chère, les ingénieurs de chez Roland ont vite compris qu'il serait impossible d'atteindre un prix aussi bas en utilisant cette technologie. Ils vont donc abandonner l'idée d'utiliser des samples de batterie pour travailler sur ce qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire les synthétiseurs analogiques. Les samples sont plus réalistes, on est d'accord, mais les sons obtenus à partir d'un synthétiseur analogique, on peut les sculpter, on peut les modeler, on peut les paramétrer pour qu'ils correspondent exactement à notre envie. Et c'est justement sur ce point que les ingénieurs de chez Roland vont faire d'énormes efforts pour réussir à ce que les sons de la 808 soient le plus réalistes possible. L'autre particularité de cette machine, c'est que pour des raisons de budget, Kakehashi a décidé d'y intégrer des transistors défectueux. Pour vous expliquer simplement, les transistors, on les utilise dans tous les produits électroniques. Et à l'époque, là où un transistor défectueux pouvait poser problème pour une télévision ou une radio par exemple, il pouvait fonctionner sans problème dans un synthétiseur et il pouvait même donner du caractère au son. Et c'est ce composant défectueux qui va donner son caractère à la 808. I use defect transistor. In that time, they make 10,000 transistor, probably 2%, 3% defect. This defect transistor making noise. Rejected, no? Good one for sale, bad one throw away. I purchased this defect transistor. Roland va construire 12 000 exemplaires de la machine. Alors, pourquoi 12 000 ? Tout simplement parce que c'est le nombre de transistors défectueux qu'ils ont pu acheter. Elle sera commercialisée de 1980 à 1983 pour un prix de lancement d'environ 1 000 $. Ce qui veut dire qu'elle est 4 à 5 fois moins chère que sa concurrente directe qui, elle, est basée sur des samples.
Pendant que sa rivale va gagner la confiance de petits artistes internationaux comme Michael Jackson ou Prince, la 808 va être très peu utilisée par les professionnels. Elle sera amplement critiquée pour ses sons peu réalistes et on dira qu'ils sont un peu robotiques, un peu futuristes et des fois on la comparera même à un jouet. Et par rapport à la concurrence, elle fait pas le figure, hein. Je vous laisse écouter. Bon, on est loin de s'approcher du réalisme d'une batterie, hein. Mais vous trouvez pas ces sons un peu familiers? Vous allez bientôt comprendre pourquoi. The TR-808 was the foundation for all of this music. Roland doit se rendre à l'évidence, même si la machine s'est un peu vendue, la 808 c'est un échec. La machine va finir dans les coins de studio, avec tous les producteurs qui passeront à côté sans même la regarder. Ouais, c'est triste, hein. Et c'est justement là que ça va devenir intéressant. Si la vie en studio de la 808 est un échec, sa renaissance arrivera un peu plus tard alors qu'on s'en débarrasse dans le marché de l'occasion. Vendue à bas prix, elle va tomber dans les mains de jeunes artistes américains underground. Et je peux vous dire qu'au milieu des années 80, la scène musicale est en plein bouillonnement. L'âge d'or du hip-hop débute, le disco se transforme doucement en house music et la techno est en train de naître. Et c'est dans ce contexte particulier que la machine va enfin pouvoir montrer son réel potentiel. Les producteurs de hip-hop new-yorkais du milieu des années 80 vont largement l'utiliser dans les productions d'Africa Bambaataa, Run DMC ou encore des Beastie Boys. Et ce n'est pas anecdotique puisque ça va influencer toute la production hip-hop américaine et donc mondiale. Ils aimaient la machine pour un son en particulier. Ce son, c'est la bass drum. Ouais, ou la grosse caisse en bon français. Ouais. La grosse caisse, pensée pour être polyvalente lors des enregistrements de démos en studio, va être poussée dans ses retranchements par la culture hip-hop, qui, en plus de l'utiliser comme une grosse caisse, va l'utiliser comme une basse. Et ça, ils ont pu le faire grâce à un paramètre qui n'avait pas fait l'unanimité au sein de l'équipe de développement, mais qui a été décisif dans sa seconde vie. Ce paramètre, c'est un decay. Ah, vous savez pas ce que c'est un decay? Alors pour faire simple, un decay, c'est un paramètre qui sert à régler la retombée du son. Quand on appuie sur la touche, le son arrive, puis il retombe. Et donc ce paramètre va nous servir à allonger cette retombée ou à la réduire. Mais comme ça peut être pas trop clair pour tout le monde, je vais vous faire une démo avec la grosse caisse de la 808. Vous allez tout de suite comprendre. When you open it up, that's the game changer. C'est ce son qui est utilisé depuis 40 ans dans le hip-hop. L'ironie, c'est que ce son de basse a été créé à défaut de pouvoir utiliser des samples et que ce son de basse a été samplé, resamplé, re-resamplé, enfin bref, vous m'avez compris quoi. La plupart du temps, c'est le sample de ce son de basse que l'on entend dans les productions musicales et non le son sorti de la machine. You can have any kind of drums in the world, but you gotta have an 808 kick in your record. Allez, comme on est sympa chez Musubi, on vous a fait un petit medley des morceaux qui ont été composés avec la 808. À peine un an après la sortie mitigée de la 808, Roland va mettre sur le marché une nouvelle boîte à rythme professionnelle en espérant cette fois-ci réussir là où sa grande sœur a échoué. Voici la TR-909. Le look est un peu différent de la 808, mais la base est la même avec des sonorités un peu plus travaillées et un peu plus réalistes. Elle comportera même 2 samples de percussion pour la cymbale et le charleston. L'autre spécificité de cette machine, c'est qu'elle a des entrées et sorties MIDI. Le MIDI, c'est un protocole de communication qui permet à 2 instruments de musique électronique de s'échanger des données, comme par exemple le tempo ou les notes qui sont jouées. Donc, la machine sort et rebelote. C'est même encore pire, elle ne se vend pas. Le marché est noyé de boîtes à rythme à base de samples et les professionnels ne sont toujours pas intéressés par ces sons analogiques. Bon, il y a quand même Phil Collins qui va l'utiliser en 1985 pour son morceau Take Me Home, mais à part lui, elle est très peu présente dans les studios et personne ne voit l'intérêt de cette machine. La plupart des 909 vont elles aussi finir dans des boutiques d'occasion à très bas prix. Comme pour la 808, elle va être récupérée, mais cette fois-ci dans les home studios de jeunes DJ qui sont en train de développer de nouveaux styles musicaux. Imaginez un rythme de house ou de techno ou allez, même de dance.
Vous avez quelle sonorité en tête? En réalité, elle va atterrir dans les mains d'artistes underground de Chicago et Détroit qui vont l'utiliser dans 2 nouveaux courants musicaux. À Chicago, la house music, à Détroit, la techno. Elle sera aussi grandement mise à l'honneur dans la grande vague dance des années 90 et Madonna fera un de ses plus gros succès avec le morceau Vogue dont la rythmique est de la pure 909. Son impact sur la musique électronique a été énorme. Chicago house music without the 909 wouldn't be a life-changing moment for most producers and DJs. Dès la fin des années 80, elle devient la machine emblématique de Jeff Miles qui l'emmène partout dans ses lives et va l'exploiter non pas comme une simple boîte à rythme, mais comme un véritable instrument de musique. Vous imaginez la tête des ingénieurs japonais quand ils l'ont vu être joué de cette manière? J'aurais adoré voir leur réaction. Bon, on continue d'être gentil, comme pour la 808, on vous a fait un petit medley, mais avec des morceaux qui ont été faits avec la 909. Troisième et dernière machine présentée aujourd'hui, la TB303, dont l'histoire est un peu différente. Déjà parce qu'il ne s'agit pas d'un synthétiseur de rythme, mais d'un synthétiseur de basse. Mais en plus parce que ce n'est pas une machine destinée aux professionnels, mais plutôt au grand public. L'objectif de Roland a été de créer un synthétiseur de basse pour accompagner les guitaristes amateurs pendant qu'ils jouent. Ouais, enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. L'idée du produit était bonne, mais le problème, c'est qu'elle sonnait absolument pas comme une basse et que quand on la réglait mal, elle sonnait un peu acide. Je vous laisse écouter. Ça, c'est le son le plus proche d'une basse traditionnelle. On est d'accord, c'est pas foufou, hein. En plus du fait que le son n'était pas du tout au goût des guitaristes, cette machine, c'est juste un enfer à programmer. Elle était livrée avec un manuel de 92 pages. Vous vous rendez compte? 92 pages pour programmer une boucle de quelques secondes avec un son comme ça. Donc, on recommence l'histoire. Bid, marché de l'occasion, elle tombe dans de nouvelles mains. Cette fois, de jeunes DJ de Chicago. Ils l'achètent parce qu'ils cherchent un synthétiseur de basse et surtout parce qu'elle coûte seulement 40 $. 40 $, c'est une perte de 10 fois sa valeur. Ça fait beaucoup, hein, mais en fait, c'est ce qui est arrivé à ces 2 grandes sœurs. Ils rentrent chez eux, la branche, ne comprennent rien, entendent un son ridicule comme vous l'avez entendu juste avant. Basically, we started using the 303 just to try to make bass lines because when we first started making music, it sucked. Et puis ça amuse un peu avec, ils la bidouillent, ils triturent les potards jusqu'à obtenir un son qu'ils n'avaient jamais entendu avant, comme celui-là. Un nouveau style musical est né d'une machine Roland, j'ai nommé l'acid house. Au final, l'histoire de ces machines a été très compliquée à gérer pour la société Roland, qui les a longtemps traitées comme des échecs commerciaux. Ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passait avec les machines et en avaient sûrement déjà fait le deuil. Faut dire que les Japonais et les mouvements underground, bon, c'est toujours une histoire compliquée. De nos jours, Roland a repris la main sur ces machines et leur son légendaire. Ils ont sorti des modèles émulant ces 3 machines, comme celui-là, et n'hésitent plus à les fêter à certains jours de l'année. Le 3 mars pour la 303, le 8 août pour la 808 et le 9 septembre pour la 909. Finalement, même si ces machines n'ont pas marché commercialement parlant, côté musique, c'est quand même une autre histoire. Parce qu'au fond, les ingénieurs japonais ont développé ces machines comme des instruments de musique innovants et leur échec les a rendus accessibles pour de jeunes musiciens curieux qui ont pu s'exprimer de manière originale à travers elles.
Je pourrais même pas compter le nombre de classiques qui ont été faits avec elle, et le nombre de morceaux qui leur sont dédiés est juste dingue. Juste pour l'exemple, en 2008, Kanye West sort son 4e album qu'il va nommer 808 and Heartbreak, donc 808 et cœur brisé. Bon, pas besoin de vous expliquer que sur chaque morceau, la 808 est présente. Dans le premier album des Daft Punk, Homework, il y a un morceau qui est simplement intitulé 909 Révolution. Et d'ailleurs, les 3 machines, ils sont présentes dans cet album, mais alors à toutes les sauces. Et en 96, Fatboy Slim va sortir un morceau intitulé Everybody Needs a 303, donc tout le monde a besoin d'une 303. Je suis 100% d'accord avec lui, hein, clairement. Bon, vous l'avez compris, sans ces 3 machines japonaises, le monde de la musique moderne serait totalement différent. Le hip-hop n'aurait pas connu ce son de basse si unique à la 808 à son époque. La trap music n'existerait sûrement pas. On peut se demander ce qui serait advenu des musiques électroniques sans la TR-808 et TR-909. Et le style acide que nous a offert la 303 n'aurait peut-être jamais vu le jour. Les ingénieurs de chez Roland ont fabriqué des machines et les artistes en ont fait des instruments de musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, autant vous dire que moi, je doki doki shitemashita. Bon, en gros, j'avais un peu de stress quoi, à faire une vidéo face cam. En tout cas, on a énormément de sujets à couvrir avec Musubi. On a plein de choses à vous raconter, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous pensez que vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce sujet-là, ben, transmettez-leur le lien, tout simplement. On est copains, quoi. Prenez soin de vous, écoutez de la musique, peu importe d'où elle vient, elle sera bien. Et je vous dis à très bientôt sur Musubi.